Bonjour, bienvenue sur votre chaîne préférée PDCI TV. Aujourd'hui, pour notre émission La Tribune de mise au point, je suis avec Maël Kwasi. Bonjour Maël. Bonjour Madame Assoumou. Aujourd'hui, nous recevons Dr Ngo Innocent. Il est spécialiste des maladies digestives. Il est médecin. Bonjour docteur. Bonjour Madame Assoumou. Bonjour, docteur. Bonjour Monsieur Kwasi. Docteur Ngo, nous allons revenir sur le mal qui mine toute la planète entière, le virus Covid-19. Revenons sur le bilan de cette maladie. Merci Madame Assoumou. Le bilan de la maladie est lourd, puisque dans le monde entier, on compte environ 450 000 personnes contaminées, environ 25 000 décès à ce jour, et 156 pays touchés dans l'ensemble du monde entier. En Afrique de l'Ouest, plus près de nous, c'est environ 600 personnes qui ont été diagnostiquées positives pour le Covid, et tous les pays sont touchés, à l'exception de la Sierra Leone. Donc vous voyez que c'est une maladie qui touche l'ensemble du monde, c'est pour ça qu'on l'appelle pandémie, et qu'elle a des impacts importants sur la vie de chacun et la vie économique de l'ensemble. Docteur, selon vous, qu'est-ce qui expliquerait l'exceptionnalité de la Sierra Leone qui n'est à ce jour pas touchée par cette pandémie? Honnêtement, aucune explication à donner, sauf qu'ils n'ont peut-être pas autant de flux de voyageurs que les différents autres pays, mais théoriquement, aucun pays ne pourrait être épargné par cette maladie. Docteur, parlons de la controverse autour de la... En fait, il n'y a pas de controverse au sujet de la chloroquine. La chloroquine, pour l'histoire, il faut savoir qu'elle a été déjà testée contre des maladies virales respiratoires. In vivo, c'est-à-dire que de façon expérimentale, la chloroquine a montré une efficacité contre les infections virales. Mais à chaque fois que ça a été transposé sur un organisme vivant, notamment les souris en laboratoire, les résultats espérés n'avaient pas été retrouvés. Cela a été confirmé lorsque, en 2002, lors de l'épidémie de la SARS, le syndrome aigu respiratoire sévère, qui sévissait en Chine également, une tentative de traitement à la chloroquine a été instituée. Les résultats n'ont pas été favorables. Au cours de cette nouvelle épidémie, il faut savoir que l'épidémie ayant démarré en Chine, la Chine a été le premier pays qui a eu le plus grand nombre de malades. La Chine a eu 80 000 patients. Les autorités chinoises déclarent que la médecine traditionnelle chinoise a traité 60 000 patients. Les 20 000 autres patients ont été traités avec des protocoles différents. Au cours de cette épidémie, une équipe chinoise a testé à nouveau la chloroquine. Elle n'a pas sélectionné, elle a entré dans son étude d'observation 135 patients. Effectivement, lors de cet essai, lors de cette tentative d'administration de chloroquine, ils ont eu des résultats qui semblaient positifs. Sur les 135 patients, 130 patients étaient catégorie moyenne, modérée. Et il y avait 5 patients de catégorie sévère. Tous les patients de catégorie modérée ont eu une résolution de leur maladie. Les 5 patients dans catégorie sévère ont régressé en catégorie moyenne. Autrement dit, il y a une baisse de la charge virale. Les Chinois ne parlaient pas de charge virale. Donc, il s'agissait d'amélioration des signes chez les malades traités. Au regard de ces résultats, les Chinois ont décidé de faire une étude multicentrique, c'est-à-dire qu'on essaie de faire dans plusieurs villes, dans plusieurs hôpitaux, et en essayant de mettre des règles scientifiques pour l'observation de l'efficacité du produit. Nous attendons encore, en tout cas le monde scientifique, attend encore les résultats de cette étude chinoise. Au vu des résultats prometteurs de l'étude de l'observation faite par les Chinois, le docteur Raoult a également testé ce produit sur une série réduite, sur 26 personnes, et il a eu des résultats favorables sur 20 personnes. Il y a eu 5 personnes pour lesquelles les résultats ne sont pas très favorables. Donc, le problème, on a des résultats observationnels, c'est-à-dire que sans règles rigoureuses scientifiques, on observe
que lorsque certains patients prennent ces médicaments, ils s'améliorent. Le problème, c'est de savoir est-ce que c'est juste le fait du médicament ou c'est le fait de l'organisme des différents patients, vu que l'échantillon sélectionné dans les deux cas est petit. Est-ce que les personnes avaient un organisme particulier qui leur permettait de récupérer plus vite? Point d'interrogation. Et donc, il est maintenant recommandé de faire des études. C'est l'étude Discovery qui va être lancée dans le monde entier, y compris en Europe, qui va tester l'efficacité de la chloroquine associée à l'azithromycine dans l'infection à coronavirus. Et donc, à partir de là, on aura des résultats probants pour parler de l'efficacité ou pas de la chloroquine. N'oublions pas que 80% des patients infectés par le coronavirus guérissent spontanément. En Europe, 80% sont à la maison. Ils ne sont pas à l'hôpital. On rentre à l'hôpital pour des signes graves. Ils correspondent à 20% des malades. Sur ces 20% des patients, il n'y a que 5% qui arrivent au stade grave où ils sont en réanimation. Donc vous voyez qu'il n'est pas aisé de dire qu'on a pris un médicament et qu'on a guéri si on n'a pas la rigueur scientifique adoptée. Mais on aura les résultats d'ici peu. Et ce serait très bien que la chloroquine soit efficace, montre son efficacité et ne montre pas d'effets secondaires. Le gros avantage, c'est qu'on aura un coût quasi nul pour pouvoir traiter l'ensemble du monde entier. Un coût quasi nul, c'est rien, mais docteur, comment vous jugez la réaction de l'OMS par rapport à la chloroquine? C'est tout à fait normal que l'OMS émette des réserves. La communauté scientifique médicale fonctionne sur la base de procédures. Donc il faut que les résultats résistent à l'analyse scientifique. Parce que l'OMS, tout comme les États, ont la responsabilité de la sécurité et de la santé des individus. Elle ne peut donner un avis favorable pour l'utilisation des médicaments lorsqu'elle a des arguments solides qui la rassurent sur l'efficacité du produit et surtout l'innocuité du produit. Donc la réserve, c'est une réserve habituelle. C'est comme ça que ça fonctionne tous les jours concernant le médicament. Docteur, nonobstant cette réticence de l'Organisation mondiale de la santé quant à l'utilisation de la chloroquine pour le traitement du Covid-19, certains pays, notamment le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et même la France qui vient maintenant d'autoriser le traitement du Covid-19 à partir de la chloroquine. Vous avez un commentaire à faire là-dessus? Aucun commentaire. Si vous prenez le cas de la France, le président français demande que la prise de médicaments soit faite sous la responsabilité des médecins. Autrement dit? Donc, autrement dit, il diffère ou il transfère la responsabilité de l'État sur les médecins. C'est à vous de juger si vous devez prescrire cela ou pas. Bon. Toujours est-il que plus grand sera le nombre de malades mis sous chloroquine, plus rapidement on aura les résultats de son efficacité ou pas. Donc, il faut retenir que la position des scientifiques n'est pas contre l'usage de la chloroquine. La question qui est à se poser, c'est se demander, vu la gravité de la situation, est-ce que nous devons continuer de respecter strictement les règles scientifiques pour l'utilisation des médicaments qui semblent donner des résultats positifs? C'est ça la question. Est-ce qu'on fait une médecine normale en temps de guerre comme on l'a fait en temps normal? Si on considère que le Covid-19, on est en guerre contre le Covid-19, on devrait certainement adopter une autre attitude. C'est un peu ce que les différents États font. Ils autorisent la prescription, mais les professionnels de la santé l'utilisent en respectant toutes les règles de précaution et en surveillant. Mais d'ici peu de temps, on aura la certitude de l'efficacité ou pas. Oui, docteur, on parle de peu de temps, mais revenons en Côte d'Ivoire. Ici, nous constatons que les feuilles de Nîmes sont fréquemment utilisées par nos
par an? Votre avis? Ce qu'on a constaté, ce n'est pas que les feuilles de Nîmes soient fréquemment utilisées, c'est que depuis la polémique sur la chloroquine, il y a un afflux ou une ruée des Ivoiriens sur les différents arbres. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ces plantes ne contiennent pas de chloroquine. Là, vous allez décourager plus d'un... Non, elles ne contiennent pas de chloroquine. Ah bon? Vous savez, pour traiter le paludisme, on a eu la chloroquine, on a eu les sels de quinine et on a maintenant les dérivés. On a eu l'amodiaquine, on a les dérivés de l'artémisinine. Donc, pour traiter une maladie, on a plusieurs produits. Et donc, probablement que les feuilles de Nîmes marchent dans le paludisme, mais ce n'est pas qu'on n'a pas dit que tous les médicaments qui traitent le paludisme marchent dans le Covid-19. Donc, cette démarche ne peut pas s'appuyer sur l'éventualité de l'efficacité de la chloroquine. Maintenant, il faut savoir une chose. Les infections virales fonctionnent ou altèrent surtout les sujets dont l'état de santé est altéré. Tout ce que vous pourrez prendre qui va booster votre immunité, qui va renforcer votre organisme, va vous être bénéfique pour lutter contre le Covid-19. Voici. Sur cette base, il n'est pas mauvais que des gens prennent des tisanes ou des produits pour renforcer leur immunité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le virus est dans l'organisme, c'est la température de l'organisme qui est son environnement. Ce n'est pas le liquide ou l'aliment dans lequel il a été absorbé. N'oubliez pas que les durées de vie, aujourd'hui les dernières études montrent des durées de vie assez longues du virus. Donc là-dessus, il faut se limiter aux directives de l'OMS. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, il y a très peu de choses qui sont justes. Mais vous savez qu'on ne peut pas aller contre la volonté de quelqu'un qui veut se protéger. C'est son droit. Mondialement, on a affaire à l'OMS. Mais ici, à Abidjan, on a le gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire qui a depuis décidé de confiner le tout à Abidjan. Et cette mesure restrictive a été prorogée jusqu'au dimanche 29 mars à partir de minuit. Cette situation occasionne un afflux des populations vers l'intérieur. Est-ce que cela n'est pas sans risque pour les populations de l'intérieur? Lorsque la décision a été prise, la décision de confiner ou de limiter les déplacements ou les échanges entre Abidjan et les villes de l'intérieur, elle a été saluée. Elle a été saluée principalement parce que l'essentiel des cas, ou quasiment tous les cas, n'étaient localisés qu'à Abidjan. Et donc, pour éviter la propagation de la maladie à l'ensemble du pays, il était bon de confiner, de couper toute circulation avec l'intérieur. Malheureusement, le report de l'interdiction va augmenter le nombre de personnes qui veulent aller à l'intérieur et certainement va compter parmi ces personnes-là des malades porteurs du Covid-19. Le fait de différer, dans le cas de la lutte, c'est une décision malheureuse. Parlons de décision malheureuse, docteur, j'ai envie de vous demander quelle analyse faites-vous de l'approche du gouvernement quant à la gestion de cette crise? Il faut dire que depuis le 27 janvier, les prises de décision sont bonnes. C'est leur mise en application qui pose problème. Les premières prises de décision, c'est contrôle aux frontières. C'est bon, il faut contrôler tous les patients qui arrivent. Mais qu'est-ce qu'il en était des frontières terrestres? Point d'interrogation. Le contrôle à l'aéroport, c'était que la température. Donc, qu'est-ce qu'on constatait? Des personnes qui semblaient faire de la fièvre ou qui faisaient la fièvre prenaient de la paracétamol pour descendre à Abidjan. Donc, c'est la mise en œuvre qui a posé problème. Lorsqu'on a pris la décision de limiter les rassemblements ou d'interdire les rassemblements,
c'est une mesure qui rentre parfaitement dans la logique de la distance sociale. Et au samedi 14, nous avions 4 malades. Donc on est passé de 1 à 4 malades. Dès cet instant, il était logique d'interdire tout regroupement. Vous voyez, ce décalage dans l'interdiction favorise les mouvements des personnes et les rassemblements, et donc les brassages et les contaminations. Vous savez qu'après, on a constaté une nouvelle hausse. La décision de confiner ou de mettre en quarantaine les voyageurs lorsqu'on avait décidé d'interdire les vols. Il y a eu d'abord interdiction des vols. Au lieu d'être une interdiction totale de voyageurs, on a dit on fait rentrer les nationaux, on fait rentrer les résidents. On décide de confiner. Malheureusement, il y a eu des exceptions à ce confinement. Et nous en payons aujourd'hui le prix, je suis censé le dire. Nous pensons que la contagion vient de cet épisode malheureux. Oui, de l'INGS. De l'INGS. Donc, ce n'est pas tant, et vous voyez la dernière, le confinement d'Abidjan est décidé, on salue, mais sa mise en œuvre, on décale sa mise en application. On donne le temps à la maladie de progresser, on donne le temps au virus de se propager. Voici les risques que nous avons face à ces mises en application différées. Parlons des centres de confinement, docteur. Certains sites avaient été désignés par l'État de Côte d'Ivoire pour confiner éventuellement la population qui était supposée malade. Alors, combien y a-t-il de centres de confinement et comment sont-ils structurés et organisés? Concernant la gestion des malades Covid-19, dans toutes les régions, une unité a été identifiée comme unité d'isolement. Sur Abidjan, quelques établissements publics ont été identifiés. L'ensemble d'eux disposent d'une unité d'isolement. Le centre de prise en charge de référence est le service des maladies infectieuses du CHU de Treichville. Ils ont une grande unité d'isolement. Ils ont la compétence parce qu'il ne suffit pas d'avoir les salles. Les équipements, en général, c'est la réanimation pour les cas graves, mais c'est surtout la gestion ordinaire. Donc pour la gestion ordinaire, les centres des maladies infectieuses sont équipés, mais pas forcément l'ensemble des centres d'Abidjan. Docteur, est-ce qu'on peut faire la distinction entre centre de confinement et centre de prise en charge des malades déjà du Covid-19? Les centres de confinement sont théoriquement réservés aux personnes qui ont été mises en contact avec un patient, donc qui se sont exposés à la maladie, donc qui se mettent en confinement. Vous avez également les patients eux-mêmes, les porteurs du virus, qui se mettent en confinement, qui ne présentent pas de signes. Donc ces confinements se font le plus souvent à domicile. Je prends l'exemple, on a plus ou moins la même contagiosité que la tuberculose. On tousse et on se contamine. Quand vous avez un tuberculeux, vous ne l'isolez pas. Il est à la maison et on porte les masques. Lorsqu'on va vers lui, on l'éduque à se protéger lorsqu'il tousse. C'est un peu le même principe. Mais lorsque les signes que le patient présente nécessitent un séjour à l'hôpital, il est transféré au service des maladies infectieuses du CHU de Treichville. Docteur, est-ce que vous pouvez rappeler succinctement ces mesures barrières-là? Les mesures barrières sont, premièrement, se laver les mains le plus souvent possible à l'eau et au savon. À défaut de savon, utiliser le gel hydroalcoolique. La deuxième mesure, c'est respecter les mesures de distance, ce qui a été résumé sous le thème distance sociale. C'est au-delà de la distance d'1 mètre entre les individus, c'est également réduire ces déplacements, éviter les rassemblements, éviter les visites aux parents. C'est pour ça qu'on parle de distance sociale. Donc vous vous
mettez à l'écart de la relation sociale habituelle. La troisième mesure, elle concerne tous ceux qui peuvent être contaminés. C'est lorsque vous toussez, il faut tousser dans le coude ou tousser avec une pochette, mais ensuite jeter la pochette et laver ses mains. Lorsque vous éternuez ou vous mouchez, vous utilisez le mouchoir, vous jetez et vous vous lavez les mains. Donc, les grandes mesures, c'est donc se laver les mains le plus régulièrement possible et respecter la distance de sécurité d'au moins 1 mètre. Est-ce que vous êtes certain que dans les centres d'enrôlement, parce que je rappelle à toutes les études que l'enrôlement pour l'établissement de la carte d'identité se poursuit, malgré cette mesure du gouvernement, est-ce que vous pouvez nous certifier ici que dans ces centres d'enrôlement, la distance de sécurité est aussi observée et respectée? Je peux même aller au-delà. Allez-y. Est-ce que dans la vie de tous les jours, prenons même l'administration publique, avant les décisions d'avant-hier, est-ce que la distance sociale était respectée? La distance sociale n'était pas respectée. Même quand vous regardez des réunions politiques ou gouvernementales, vous constatez que la distance n'est pas respectée. Les prises de décision sont bonnes, elles sont à saluer. Leur mise en œuvre sont fort critiquables. Docteur, j'ai envie de rebondir sur la question de mon confrère pour vous demander, par rapport aux prises de décision, pourquoi continuer l'enrôlement? Il n'y a aucune raison de continuer toute activité qui rassemble des hommes dans cette période. Il faut se tenir à une seule logique. Nous voulons arrêter la progression de la maladie. Quelles sont les attitudes à adopter pour ne pas favoriser la progression de la maladie? Les Européens ont un slogan avec l'OMS, « Restez chez vous ». Comment, avec un slogan qui dit « Restez chez vous », on peut continuer à faire un enrôlement? C'est impossible, c'est incompatible. C'est pour ça que je redis encore, les décisions sont bonnes, mais l'application de ces mesures qu'on prend pour lutter contre la maladie ne sont pas effectives, elles sont différées, elles sont diluées ou ne sont parfois pas du tout respectées. Si vous regardez, les fiches de campagne ont créé également le flou. Vous avez des fiches où on dit, ou des affiches où on dit appelez le 101 ou le 141, oui. Et puis il y en a d'autres où on dit allez au centre de santé le plus proche. On s'y rend comment? Voilà. Dans un véhicule? Donc, est-ce qu'il y a si je suis contaminé, le chauffeur ou voilà. Effectivement, si je suis un potentiel malade, est-il logique qu'on me demande de me rendre directement à l'hôpital? Étant entendu que je vais utiliser un moyen de transport, je vais rencontrer des gens, je vais arriver à l'hôpital, je vais faire mon circuit administratif et ensuite malade. C'est une directive qui n'est pas... Donc il nous manque certainement l'organisation totale pour pouvoir faire face. C'est parce que nous n'avons pas l'organisation pour faire face que nous devons nous appesantir sur les mesures barrières. Il faut éviter que la maladie progresse, parce que quand elle va trop progresser, nous n'avons même pas les moyens de faire face. Théoriquement, vous devez être à la maison parce que vous sentez quelque chose et vous appelez, on envoie une équipe vous voir. Si votre état correspond à la maladie, on vous transporte pour l'emmener à l'hôpital. Ou bien, on vous isole chez vous et on vous donne les différentes consignes. Mais on vous dit, sortez pour venir. Bon. Si vous n'avez pas de véhicule, déjà, si vous avez un véhicule, c'est tant mieux. Si vous n'avez pas de véhicule, vous allez utiliser plusieurs moyens de transport et ça ne va pas être efficace comme procédure. Docteur, donc face à cette triste réalité, ce constat-là, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement n'a pas la pleine mesure de la situation, du danger qu'encourent les Ivoiriens au quotidien? Quand on regarde les différentes décisions
dans leur application, il y a de quoi s'inquiéter. Quand une décision est prise le lundi d'interdire toute circulation entre Abidjan et l'intérieur, et qui, le jeudi soir, la décision est reportée à dimanche, ça veut simplement dire qu'au moment où on prenait la décision, on n'avait pas réfléchi aux conséquences ou aux modalités de sa mise en œuvre et aux difficultés qu'une telle décision aurait pu susciter. Merci, docteur. Votre dernier mot avant de conclure. Mon dernier mot va se résumer à l'invitation de tous à respecter les mesures barrières. Avant tout, c'est limiter les mouvements au strict nécessaire. Éviter d'accompagner quelqu'un, faire une course s'il n'y a aucune utilité. Donc, la deuxième, c'est se laver les mains le plus fréquemment possible. La troisième chose, c'est observer les distances de sécurité de 1,5 m entre les uns et les autres. La toute dernière vient de ce qu'on sait aujourd'hui que le virus met d'un temps variable entre 1 heure et 5 jours sur les objets, c'est utiliser autant que possible du gel ou des lingettes pour nettoyer, ou du javel pour nettoyer les poignées, les objets qu'on a pour éviter la contamination. La seule arme que nous avons, nous, pays sous-développés, c'est d'éviter la propagation. Et pour éviter la propagation, c'est utiliser ou mettre en œuvre les mesures barrières. Merci, docteur, pour votre disponibilité. Quant à vous, chers téléspectateurs, restons chez nous s'il n'y a pas d'urgence. Merci. Dieu nous garde.